Bonjour à tous, donc voilà, le Maroc a joué ses deux derniers matchs amicaux. Le prochain match, ça va être lors du rassemblement pour la Coupe du Monde. Donc on peut vraiment dire que ces deux derniers matchs amicaux contre la Serbie et l'Ouzbékistan sont les derniers matchs de l'équipe nationale avant d'entrer en immersion dans la Coupe du Monde. Donc sans plus tarder, on va débriefer ces deux derniers matchs hyper importants. Le premier point à aborder par rapport à ces matchs, c'est le timing de ces rencontres. Quand on voit l'organisation des journées internationales, donc des dates FIFA, on se rend compte qu'il y a clairement un manque d'organisation. Donc imaginez-vous, le Maroc se qualifie pour la Coupe du Monde en novembre 2017, et entre le mois de novembre et le mois de mai, il n'y a qu'une seule date FIFA. Mais c'est clairement n'importe quoi. Comment tu veux préparer une Coupe du Monde normalement comme ça? On se plaint que les équipes nationales ne produisent pas de jeu par rapport au club, mais en même temps c'est normal. Comment tu veux qu'il y ait des automatismes qui se créent avec une équipe qui s'est réunie une seule fois en 6 mois? Non, c'est clairement du n'importe quoi. Mais bon, par rapport à ça, Hervé Renard ne peut faire absolument rien du tout. D'ailleurs, tous les sélectionneurs se plaignent de cette situation. Par contre, s'il y a une chose à reprocher à Renard, c'est le point suivant, justement, et c'est le choix de l'adversaire. Là aussi, j'ai retourné la question dans tous les sens, je trouve pas d'explication, clairement. Tout le monde sait qu'on est dans le groupe de la mort, dans le groupe le plus difficile avec deux grosses équipes. Il y a le Portugal qui est champion d'Europe et il y a l'Espagne qui est clairement favori pour la Coupe du Monde. Et on va jouer contre l'Ouzbékistan. Honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour ce pays, il n'y a pas de problème, mais je vois pas l'utilité de jouer contre eux. Et qu'on me dise pas que c'est pour préparer une Coupe du Monde. Déjà, même pour préparer le tournoi d'Armdan, c'est pas suffisant. Non, mais ça, c'est pas pour préparer une Coupe du Monde, je suis désolé. Quand tu vas dans le dictionnaire et que tu cherches la définition de préparer, on te dit, c'est rendre quelqu'un ou quelque chose prêt à une action en ayant réalisé au préalable une action similaire. Donc, à aucun moment, je vois une similitude entre l'Ouzbékistan ou la Serbie et l'Espagne ou le Portugal. Après, je veux bien entendre l'argument d'Hervé Renard quand il dit oui, mais je veux pas prendre d'adversaire trop fort pour pas révéler nos forces et nos faiblesses. D'accord, c'est bien beau, mais comment tu vas faire toi pour voir tes forces et tes faiblesses? Il faut te mettre en difficulté un minimum avant. Comme on sait tous, c'est dans l'erreur qu'on apprend le mieux. Comme disait, je pense, c'était Giroud qui disait ça après le match contre la Colombie. Ouais, les erreurs, c'est mieux de les faire maintenant qu'à la Coupe du Monde. Mais il a tout à fait raison. On s'est beaucoup moqué de la France qui a perdu contre cette grosse équipe de Colombie. Mais en même temps, je reste persuadé que cette défaite leur a servi de leçon et qu'ils ont pris en maturité après ce match. Le pire, c'est qu'il y en a même qui osent se vanter en disant ouais, on fait partie des 7 seules équipes au monde qui a gagné ces 2 matchs amicaux du mois de mars. Mais en même temps, heureusement, t'as joué contre Pim Pam Poum. C'est aussi ça l'inconvénient de prendre ce genre de match amicaux facile. On sait que nous les Marocains, on a tendance à trop vite s'enflammer. Et surtout ce que j'ai pas compris, c'est qu'au-delà du niveau de ces deux équipes, dans le style aussi, c'est un style qui a rien à voir avec ceux de nos adversaires. Que ce soit le Portugal ou l'Espagne, c'est deux styles totalement différents. On sait que l'Espagne joue un jeu simple, basé sur la possession et les passes courtes. Et le Portugal, c'est une équipe plus compacte et bien organisée, mais avec des joueurs techniques qui peuvent faire la différence. Et ça ressemble ni au style de jeu de l'Ouzbékistan, ni celui de la Serbie. Après, on a entendu des rumeurs qui disaient que ces matchs amicaux servaient juste à gagner des voix par les pays concernés pour la candidature à l'organisation de la Coupe du Monde au Maroc. Franchement, si c'est vrai, c'est un scandale. Ça fait des années qu'on attend de retourner à une Coupe du Monde. Et là, maintenant qu'on y est, à la place de la préparer correctement, on est en train de faire de la politique. Franchement, je vais rien dire. C'est juste une rumeur. On va pas se prononcer pour le moment. Mais si c'est vrai. Enfin bref, lors de ces matchs amicaux, on a pu constater du bon et du moins bon. On va commencer par parler du positif. Contre la Serbie, Renard a aligné son équipe type. Et une nouvelle fois, on a pu constater que le milieu de terrain était très compact. Il y avait beaucoup de travail sans ballon, que ce soit de la part d'El Hamadi, Boussoufa ou même Belhanda. Le milieu de terrain a énormément travaillé. D'ailleurs, la plupart des ballons ont été récupérés par ces 3 joueurs. On compte 21 ballons récupérés par le milieu de terrain et seulement 18 récupérés par la défense centrale. C'est une bonne chose parce que ça prouve qu'on récupère le ballon très haut. Un deuxième point positif, c'est la performance d'un joueur en particulier. Franchement, j'ai vraiment été surpris par le jeune Amin Harit. Il a fait un grand match contre l'Ouzbékistan. D'ailleurs, les statistiques parlent pour lui. Il a touché énormément de ballons, en tout 65, et il n'en a perdu que 9. Mais là où j'ai été vraiment surpris, c'est par rapport à son jeu sans ballon. Il a énormément travaillé et d'ailleurs il récupère quand même 6 ballons. Et il provoque également beaucoup de coups francs intéressants. D'ailleurs pour l'anecdote, sur le goal de Dacosta, c'est lui qui récupère le ballon, il provoque une faute et on a un coup franc qui donne un corner. Et c'est sur ce corner qu'on marque le deuxième goal. Et il est aussi décisif sur le premier goal. Il cadre une frappe qui revient dans les pieds de Bamou et Bamou a plus qu'à la glisser al Kaabi pour qu'il marque. Enfin voilà, très très bon match de sa part. On va passer au négatif maintenant. D'abord Belhanda. Autant défensivement il n'y a rien à dire, il court énormément, il récupère beaucoup de ballons, il gêne beaucoup l'adversaire, mais offensivement c'est très très faible. Il touche beaucoup trop peu de ballons. C'est censé être un distributeur, tous les ballons doivent passer par lui. Ici sur tout le match il en a touché 48. C'est trop peu. Pour te donner une idée, une fois même le gardien du Barça, Ter Stegen, il en a touché 62 dans un match. Un gardien, t'imagines? Mais pas besoin d'aller loin, hein. Juste Boussoufa derrière lui, il en touche 67. Le petit Amin Harit dont je viens de parler, au match d'après, il en a joué 65. Donc à un moment donné, faut pas exagérer. 48 ballons, mais qu'est-ce que tu veux faire avec 48 ballons? T'imagines, c'est un ballon toutes les 2 minutes. 2 minutes, c'est très long dans le football, hein, pour un soi-disant numéro 10.
Chemin numéro 10, Laïdek. Ensuite, une autre déception, c'est Bouffal. Lui, c'est l'inverse. Il touche trop de ballons. D'ailleurs, il veut pas le lâcher. Donc, ça fait qu'à chaque fois, il perd le ballon bêtement. Ça veut dire qu'à chaque fois que le ballon passe par lui, une fois sur 3, il le rend à l'adversaire. À un moment donné, il y en a marre. T'as envie de lui dire, tu sais quoi, retire ton maillot, va jouer avec eux, rien que laisse-nous tranquille. Non, parce que c'est bien beau de faire un petit pont, de dribbler 2 adversaires. Mais si c'est pour la perdre juste après, ça sert à quoi? Après, voilà, il y a aussi Dacosta. Comme d'habitude, c'est toujours mitigé. Son atout, c'est son jeu de tête. Contre la Serbie, sur 7 ballons récupérés, il y en a 5 qui récupèrent de la tête. Donc, il est vraiment complémentaire avec Benatia par rapport à ça. Il y a même des fois où il va dans la zone de Benatia juste pour récupérer les ballons aériens. Offensivement aussi, c'est intéressant. Il met un goal contre l'Ouzbékistan et il cadre une tête contre la Serbie. Donc voilà, pour son jeu de tête, il n'y a absolument rien à dire. Par contre, lui aussi, mais qu'est-ce qu'il perd comme ballon? Dacosta, en fait, c'est comme la boîte à biscuits de tes parents quand t'étais petit, tu vois. Quand tu la vois, t'es content, mais après, quand tu l'ouvres, tu trouves des vieux boulons ou des trucs à coudre là. Dacosta, c'est le même. Il récupère un ballon, t'es content, et puis il le perd 2 secondes après sur une passe dans l'axe. Voilà, pour finir, on va terminer par Mendil. Franchement, physiquement, il n'y a rien à dire. Il court, tabarakallah, il se bat et tout, il n'y a pas de problème. Mais techniquement et surtout tactiquement, c'est un gros problème. Il est trop souvent mal placé. D'ailleurs, contre la Serbie, Benatia, il n'a pas arrêté de le replacer. Et franchement, c'est un gros problème. Je pense qu'à la Coupe du Monde, il aura d'autres préoccupations plus importantes que faire le babysitter du petit Mendil. Voilà pour mon analyse. Si t'as aimé, c'est bien, fais-nous kiffer, abonne-toi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.